Avant de commencer, nous avons le plaisir d'accueillir, il est ici, Olivier Lelanne, qui dirige la start-up Electric Visionary Aircraft, qui va nous présenter en 3 minutes son concept. C'est à vous, monsieur. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, EVA est une société basée à Toulouse, à l'aéroport militaire de Francazal. Nous développons le premier VTOL, c'est-à-dire appareil à décollage et atterrissage vertical, électrique, compact, 5 mètres par 2, surface au sol et autonome. Donc cet appareil est essentiellement dédié à lutter contre les embouteillages, notamment à Paris. Par exemple, vous avez 16 jours d'embouteillage par an, quand même, par habitant de la région parisienne. C'est aussi des personnes qui arrivent très stressées à l'aéroport en croyant qu'ils vont rater l'avion. Donc c'est des problèmes auxquels on s'adresse. Nos marchés suivants sont le sauvetage, militaire et civil. Nous pouvons, une fois que nous avons déployé nos ailes après le décollage vertical, nous pouvons voler jusqu'à 250 km. À 350 mètres d'altitude, nous sommes inaudibles. Nous avons 22 moteurs redondants. J'ai quitté Tesla au Japon pour créer cette entreprise. On a près de 50 personnes au total qui travaillent dessus. Et notre entreprise se développe très fortement en ce moment en Asie du Sud-Est. Nous avons un contrat en Malaisie, nous développons aux Philippines, en Indonésie, et des marchés importants aussi au Brésil, Australie. Pour la France, nous aurons des expérimentations. D'abord juste quelques corridors. On peut parler de Toulouse, on parlera d'autres villes. Mais c'est des corridors test en accord avec la DGAC. Ensuite, on étendra. Et pour l'Europe, on pense que ce sera plutôt une solution plutôt vers 2021-2022. Alors qu'en Asie, Dubaï, Corée, etc., là, vous verrez des solutions arriver beaucoup plus vite. Voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site eva.xyz. Et chaque fois que vous êtes dans un embouteillage, pensez à nous. Merci. Merci à vous pour l'applaudir. Bon courage. Place maintenant à notre débat. Un débat phare par son intitulé, Quels avions pour quel marché, qui va aborder les grandes tendances du marché aéronautique civil, mais un débat surtout exceptionnel par la qualité de ses intervenants, puisque nous allons assister à quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'aéronautique, un débat en tête-à-tête entre deux top exécutifs d'Airbus et de Boeing, les responsables des ventes de ces deux géants de l'aéronautique qui pèsent eux deux des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. J'ai donc le plaisir d'accueillir juste à côté de moi Eric Schulz, le nouvel Executive Vice President Sales, Marketing and Contracts d'Airbus depuis janvier. Et Ihsan Mounir, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir directement de Seattle. Ihsan Mounir, vous êtes, vous, le Vice President Senior des ventes et du marketing de Boeing depuis 2016. Je vous remercie à tous les deux d'être là pour ce moment exceptionnel. La première question sera pour vous, Ihsan Mounir, puisque vous venez de si loin. Le transport aérien est extrêmement dynamique. Le prix du pétrole est suffisamment élevé pour inciter les compagnies aériennes à renouveler leur flotte. Comment est le marché des prises de commande d'avions ? Merci pour me donner l'honneur de prendre la première question. En fait, j'hésitais un peu, est-ce que je le faisais en français, est-ce qu'on le fait en anglais ? Mais Eric m'a... Je t'ai laissé le choix. J'allais dire qu'il m'a convaincu de le faire en français, au fait. mais merci pour l'accueil, merci pour m'avoir ici pour mon premier Paris Air Forum. Pour répondre à votre question, comment est-ce que le marché est porteur aujourd'hui ? Je dirais que le marché est porteur. Nous voyons assez de commandes. Au fait, si on fait une comparaison par rapport à 2017, où est-ce qu'on en était à cette même période, à cette même étape en 2017, on était à peu près à 200 ventes. Aujourd'hui, nous en sommes à 306 officiellement. Et bien sûr, il y a eu des ventes qui viennent de se produire qu'on n'a pas encore comptabilisées. Vous l'avez lu dans la presse, c'est les 24 longs courriers que FedEx a achetés il y a quelques jours. Donc on est à peu près, si vous ajoutez ces 24, on est officiellement à 330. Mais ce qui est intéressant, au fait, c'est lorsque vous regardez dans les 306, le make-up des 306, il y a une grande partie qui est des longs courriers, au fait. On est à 113 officiellement, et avec la commande de FedEx, on en est à 137 aujourd'hui. Donc je dirais que le marché est très bon porteur. D'accord. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a beaucoup de campagnes en ce moment ? Certains me disent qu'il y a énormément de campagnes, alors qui vont se concrétiser dans les mois, peut-être les mois prochains, voire déborder sur 2019. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Tout à fait. Il y a beaucoup de campagnes qui sont en cours, aussi bien dans le long courrier que dans le moyen courrier. Il y a des choses qui vont certainement se matérialiser d'ici Farnborough.
Donc, je vous laisse le suspense de ce qui va se passer à Farnborough. Et puis, bon, Farnborough, c'est quelque chose de spontané. On travaille 52 semaines par an, pas juste la semaine du air show. Mais oui, vous avez effectivement raison, il y a beaucoup de choses en cours. D'accord. Et pour terminer sur cette question, 2018 sera donc une bonne année pour Boeing en termes de prise de commande? Je dirais qu'elle l'est déjà. Une bonne année de 408, ou je ne sais quand. Donc ça sera une très bonne année. Ce sera une bonne année. Ouais. D'accord. Eric Schultz, le marché est-il vraiment si porteur? L'ampleur des carnets de commandes et les délais très importants pour les livraisons, donc 7, 8 ans, parfois plus, visiblement, ça ne refroidit pas les compagnies. Est-ce le cas? Oui, je crois que dans ce que l'on voit dans le marché aujourd'hui, comme Issan le dit, le marché est là. Le marché est très porteur sur des zones géographiques qui sont bien connues. L'Europe, les États-Unis, mais aussi sur l'Asie. On a énormément de demandes. On était à la conférence IATA il n'y a pas très très longtemps, une quinzaine de jours à Sydney, et on peut voir le marché se développer de manière très très active. Donc je souscris au fait que ce 2018 devrait être une bonne année. D'accord. Eric Schultz commence à arriver sur le marché des retours de listes d'avions, donc des prises de commandes qui avaient été faites entre 2005 et 2008, avec des retours de listes donc, à 10 ans et bientôt 12 ans. Donc vont arriver des avions de seconde main de manière massive très prochainement. Est-ce que c'est surtout sur long courrier visiblement, est-ce que c'est un danger qui pourrait remettre en cause les prises de commandes s'il faut attendre aussi longtemps pour avoir livraison? Je dirais qu'il y a toujours concurrence entre le used market, comme on dit, et puis le marché neuf. Maintenant, je dirais que tout le monde n'est pas égal en termes de technologie. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans d'autres industries, les constructeurs ont tendance à continuer à investir sur des produits, y compris des produits qui sont en cours de production, pour justement garder un avantage en termes de coût opérationnel, en termes de fuel burn. Et donc, je dirais que les avions de lease qui reviennent, quand on prend la grosseur du marché aujourd'hui et les retours de lease que l'on a, on n'est pas dans une situation qui est dramatiquement plus dégradée qu'elle ne l'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans, où on avait un marché neuf qui était moins soutenu et où on avait un retour de lease un peu moins soutenu. Donc je dirais que le ratio entre le retour de lease et puis le marché est sensiblement constant. Donc moi, je ne le vois pas comme un écueil à la croissance du marché. Même sur les longs courriers, puisqu'il y a quand même pas mal de 777 et de 330 aussi d'ailleurs qui reviennent en retour de lease. Oui, il y a du 330 qui revient en retour de lease, mais si aujourd'hui vous voulez un used 330 pour ce qui est de la famille Airbus, vous avez énormément de difficultés à en trouver un. Donc si vous voulez, oui, il y a des retours de lease. Il y a aussi énormément de compagnies aériennes qui se lancent. Il y a beaucoup de start-up, il y a du start-up long courrier. Et donc, par conséquent, ces gens-là absorbent une partie de ces retours de lease qui sont là, avec, je dirais, des loyers qui sont moins importants que s'ils se positionnaient sur des avions neufs, mais avec aussi une performance opérationnelle qui est moindre. Issan Mounir, sur cette question justement des retours de lease, est-ce que vous partagez l'avis de M. Schultz? Oui, je partage son avis au fait. Et lorsque vous regardez le retour des leases, au fait, ça va résoudre un problème que nous avons en commun. Et c'est le problème de la production des monocouloirs. Si vous voulez acheter un 737, et je présume un A320, il faut attendre au moins 3 ou 4 années avant que vous pouvez en obtenir un. Donc le retour de leasing, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est très attrayant pour un grand nombre de compagnies. Là, c'est pour les monocouloirs. Pour les bicouloirs, pour les gros porteurs, il faut voir un peu l'équation économique du retour de ces avions, de le reconduire dans les flottes. Surtout si ce n'est pas de la même flotte, la même compagnie aérienne, les coûts peuvent être aussi élevés que 40 ou 50 millions de dollars pour refaire l'aménagement intérieur. Donc c'est une équation qui n'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de compagnies qui préfèrent acheter du neuf, qui préfèrent faire du spec à partir du neuf. Et comme Eric vient de le dire, c'est une problématique. Au fait, c'est un phénomène qui existait déjà l'année dernière. Et on était à 165 ventes de gros porteurs l'année dernière. C'était l'une de nos meilleures années pour les gros porteurs sur les 10 dernières années. Et j'envisage qu'il y aura la même chose cette année. Et un troisième volet qui est très intéressant pour nous à Boeing, comme vous le savez, nous nous sommes réorganisés en termes d'unités de Boeing. Nous avons BGS, Boeing Global Services aujourd'hui, qui se spécialise dans les services après-vente, mais qui se spécialise aussi dans les modifications d'avions.
Donc nous avons des atouts qui sont très intéressants pour les gens qui souhaiteraient, pour les compagnies qui souhaiteraient reconduire ces avions. Nous pouvons leur donner des prestations très intéressantes en termes de reconfiguration, en termes d'ingénierie. Avant de parler du long courrier, puisque vous l'avez évoqué, le marché d'avions, donc des single-aisle, des monocouloirs, semble vraiment très solide pour le coup. Quelles sont les tendances, Eric Schulz, de ce marché aujourd'hui? Je pense que sauf accident économique non planifié par définition et donc, je dirais, relativement improbable, les études de Boeing ou les études d'Airbus sont sensiblement équivalentes. On parle de, en gros, 28 000, on parle en gros entre 27 et 28 000 moyens porteurs sur les 20 prochaines années. Et là, quand on regarde en détail comment ces chiffres sont obtenus, ils sont obtenus en comparant une croissance générale de GDP au niveau de la planète. Ils sont obtenus aussi avec un âge moyen de retraite des avions actuels, donc qui sont ces fameux, entre autres, retours de lease ou en tout cas arrêt d'exploitation des avions. Quand on regarde ces deux chiffres-là, les statistiques dont on parle, et encore une fois, nos chiffres sont parallèles avec Boeing, on parle d'un taux de croissance qui est à 4,4%. Et donc, quand on regarde en détail sur les 3 dernières années, le taux de croissance mondial a été de 6,5%. Donc, on voit qu'on a une tendance à être relativement conservateur sur ce positionnement-là. L'âge moyen des avions en retraite, on peut avoir des chiffres un peu divergents, mais en gros, disons qu'il se fait à peu près à 25 ans. Donc, si on prend en moyenne ces chiffres-là, on obtient un taux d'avion très, très important. Et quand on commence à regarder comment le marché grossit, il grossit à travers, je dirais, les compagnies traditionnelles, hein, mais il grossit aussi fondamentalement avec du low cost, et notamment en Asie, où l'épanouissement du low cost est faramineux, quoi. Les taux de croissance sont magiques, avec des gens qui font du 15, 20, 25% de manière soutenue sur 5 ou 6 ans, et donc qui absorbent des centaines d'avions. Donc moi, je ne vois pas la fin d'un cycle. Je vois aujourd'hui, sauf un élément politique qui changerait la donne complètement autour de la planète, mais cette croissance-là, elle est solide. Et on la sent tous les jours, je pense, des deux côtés de l'Atlantique. Pour ce qui est d'Airbus, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la croissance du single-aisle est absolument faramineuse. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est presque dans la situation où c'est plus la capacité de production qui aujourd'hui est un problème que d'arriver à vendre les avions. Et je crois qu'Issan, la même chose se passe chez toi. Donc voilà. Justement, Issan Mounir, sur ces tendances du single-aisle, qu'est-ce que vous observez chez Boeing? C'est un peu dans le sens de ce que, enfin pas un peu, c'est tout à fait dans le sens de ce que Eric vient de dire, vient d'évoquer. Mais si vous prenez par exemple la Chine, vous prenez le monde, vous prenez le globe en entier, vous avez 80% des habitants du globe n'ont jamais pris un vol, ne sont jamais montés dans un avion. Maintenant, si on se focalise juste sur la Chine, on regarde la Chine par exemple, vous avez une classe moyenne qui croît à un taux faramineux, vous avez une classe moyenne qui passera bientôt à 600 millions de personnes. Vous avez, lorsque vous regardez le parc d'avions qu'ils ont en Chine, ils sont à peu près à 3000 avions, 3000 jets, pour une population de 1,3 milliard de personnes. Et c'est un parc d'avions qui fait le 1,5 du parc d'avions que nous avons aux États-Unis pour une population qui est le 1/4 ou le 1/5. Et lorsque vous regardez ces chiffres et que vous voyez qu'un Chinois, par exemple, aujourd'hui, la moyenne de vols pris par un habitant en Chine est à peu près 0,3 vols par an, et vous comparez ceci à 3 vols par an pour un Américain, ça vous donne un peu l'idée de la croissance ou du potentiel de croissance qui n'existe qu'en Chine. Et vous passez ensuite en Asie du Sud-Est, il en va de même. Vous passez au trafic entre l'Asie du Nord-Est et l'Asie du Sud-Est, il en va de même. Donc c'est un marché qui est très porteur. Et si j'ai un souci dans ce sens, c'est le même souci qu'Eric est là, c'est-à-dire les taux de production ne satisfont pas aujourd'hui à la demande que nous voyons dans le moyen courrier. Aujourd'hui, la demande, elle pourrait absorber combien d'avions dans l'année, aujourd'hui, en moyen courrier? Pour revenir à votre première question et votre deuxième question en ce qui concerne le retour des avions des loueurs, pour les locations, vous avez toutes les locations qui reviennent au moyen courrier qui seront placées en un clin d'œil. Le marché peut absorber tout ce qu'on peut mettre dedans aujourd'hui.
en termes de moyens. Statistiquement, nos chiffres sont les mêmes que les vôtres, en gros, et ils sont les mêmes que les agences privées. Si vous partez sur, en gros, 28 000 avions sur 20 ans, en gros, ça fait en gros 1400 avions par an. Donc on voit bien que le taux de croissance est là. Plus le remplacement d'avions qui sont anciens, enfin bon, on arrive à ces taux-là. Est-ce que, avec la montée du prix du baril ces derniers mois, est-ce que ce prix du baril pousse les compagnies aériennes à vous demander un successeur du 320 ou du 737 plus tôt? Vas-y. Merci. Alors, nous pousse je dirais qu'il faut toujours replacer, je dirais, l'élément industriel dans le contexte. Premièrement, nos produits actuels correspondent à ce qui se fait de mieux en matière de technologie moteur. Et la technologie moteur, elle est quand même fondamentale sur l'économie du vol. Lorsque vous prenez des avions aujourd'hui, que ce soit la famille 320 ou que ce soit la famille concurrente, vous avez aujourd'hui des avions qui sont de technologie, des moteurs qui sont de technologie tout à fait récente. Donc il n'y a pas un gap à produire un avion qui est plus ou moins ancien. Il en va de même sur les systèmes. Quand on a sorti le 321 Neo, on a amené plein d'améliorations aujourd'hui sur l'avion. Donc à aujourd'hui, je dirais, la bataille fait qu'on a aujourd'hui en termes de technologie ce qui se fait de mieux. Est-ce qu'on pourrait avoir 2-3 points de technologie, 2-3 points d'efficacité en plus, peut-être, avec des avions de technologie nouvelle, mais ce ne serait pas fondamentalement différent en termes d'efficacité que ce que l'on a aujourd'hui. Donc, de mon point de vue, cette question-là, elle n'a pas vraiment lieu d'être, dans le sens où les avions modernes ont aujourd'hui accès à la meilleure technologie, et les avionneurs, des deux côtés d'ailleurs, sont très attentifs à introduire ces technologies pour améliorer les performances opérationnelles des avions. D'accord, donc le futur monocouloir, vous le voyez, qui sera peut-être d'ailleurs un bicouloir, vous le voyez à quelle époque à peu près? Toujours 2030, 2035, les chiffres qui ont été largement donnés? Je pense qu'aujourd'hui, deux choses. D'abord, quel est l'apport en technologie qui va changer cette donne-là? Il faut un apport en technologie, il faut un apport en technologie important pour arriver à changer, je dirais, cette variable d'ajustement et remettre en cause ce que l'on a aujourd'hui. La deuxième chose, c'est, et comme Ihsan vient de le préciser, l'un des critères les plus fondamentaux que l'on a aujourd'hui qui nous freine à pouvoir suivre l'évolution du monde, quelque part, sont les taux de production. On travaille tous des deux côtés de l'Atlantique de manière très dure pour augmenter nos taux de production, et l'apport et l'incorporation d'un nouveau produit est toujours une étape relativement délicate quand on est sur des très très forts taux de production comme ceux que nous avons aujourd'hui. Donc à aujourd'hui, je dirais oui, il faudra deux choses pour que une nouvelle génération d'avions arrive sur la partie monocouloir. Il faudra d'abord une technologie qui soit une technologie qui apporte quelque chose de véritablement fondamental en termes d'efficacité. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudra un programme industriel derrière qui soit capable de passer de haut taux de production à haut taux de production dans un espace-temps court, sinon on rate des parts de marché. Pour vous mettre les choses un petit peu en perspective, vous parlez de la hausse des prix des carburants dernièrement qu'on a vu ces derniers temps. Mais au fait, lorsque vous remontez dans le temps, lorsqu'on a lancé le 737, le MAX, et vous voyez quel était le taux des prix des carburants à l'époque, il était à 40-50% de plus que ce qu'il est aujourd'hui. Et nous venons d'introduire un avion qui a 14 à 15% de consommation meilleure que son prédécesseur. Donc je pense qu'il est un peu prématuré de commencer à parler de quel est le successeur des monocouloirs existants aujourd'hui. Pour vous quand même, vous avez sûrement une échéance dans vos... Est-ce que vous êtes sur le même calendrier 2030, 2035, voire plus ou... On vient de lancer le 37 MAX. On vient de commencer à livrer les 37 MAX. Et ce qui est très intéressant, ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est de nous assurer que l'introduction de cet avion ou cette famille d'avions qui apporte 14%, comme j'ai dit, à 15% d'amélioration en consommation carburant, et là ce n'est que la consommation carburant, il y a d'autres choses qu'on a fait au niveau des systèmes, d'autres choses qu'on a fait au niveau de l'aménagement interne, de l'esthétique de l'avion, etc. Donc les investissements qu'on a faits sont énormes. Et je pense, comme j'ai dit, qu'il faut vraiment mettre les choses en perspective, au fait, parce que la hausse du carburant, je ne pense pas qu'on va voir les mêmes taux de carburant qu'on avait vus il y a 5 ou 6 ans, et on ne le verra pas pendant une certaine période. Nous avons les avions qui sont adaptés pour l'instant, et ce qui nous intéresse, c'est de nous assurer que l'introduction des MAX est sans faille, que les gens prennent les avions, que les avions sont fiables, qu'ils font ce qu'on a promis qu'ils vont faire.
Bon, on va monter d'un cran maintenant sur le middle of the market. Bon, vous avez étudié le lancement d'un nouvel avion sur ce segment de marché. En gros, 200-300 places avec son cœur de marché, le 220-260. Un avion visiblement de 5000 nautiques, probablement bicouloir. Quel est réellement ce marché? Quel est le type de compagnie qui pourrait être intéressée par ce type d'avion? Au fait, c'est toutes compagnies confondues. Lorsque vous regardez le concept que nous sommes en train d'étudier, le concept duquel on parle à plusieurs compagnies aujourd'hui, on en a parlé, on en a touché mot à plus. Enfin, non pas seulement touché mot, mais on est rentré dans des discussions très approfondies avec une 60aine de compagnies aériennes aujourd'hui pour essayer de définir le middle of the market, définir les caractéristiques de ce marché et ensuite définir les caractéristiques de l'avion qui répond le mieux à ce marché. Comme vous l'avez bien précisé, c'est un avion qui aurait dans les 220 à 270 sièges, 5000 milles nautiques. Et lorsque vous regardez comment est-ce que ces marchés sont servis, au fait, ce n'est pas que les marchés qui existent aujourd'hui. Lorsque vous remontez à 2004-2005, quand on avait lancé le 787, on parlait d'un avion révolutionnaire en termes de coûts qui allait ouvrir un certain nombre de routes, 80 routes, 90 routes, nouvelles destinations. Aujourd'hui, il en est à 180. Il y a 180 routes, 180 destinations, point à point, qui n'existaient pas avant l'introduction du 787. Et c'est dans ce sens que nous essayons de concevoir ce concept, cet avion. C'est pour donner l'outil aux compagnies aériennes d'explorer des marchés pareils, d'un côté. D'un autre côté, pour avoir un avion qui est mieux adapté aux marchés à très haute densité. Aujourd'hui, vous avez ces marchés qui sont denses, qui sont desservis par des avions qui n'ont pas été conçus pour les tronçons qu'ils volent. Vous avez des A330, vous avez des 87, des 777 qui font du 1h30, du 2h, du 3h. Et c'est des avions qui ont été conçus pour faire du 12h, du 14h, du 15h. Donc vous avez toute la masse et toute la consommation carburant qui n'est pas adaptée à ces marchés. Là, sur le haut de gamme du middle of the market, de notre concept. Sur le bas de gamme, vous avez des marchés qu'on appelle minces et longs. C'est des marchés à 220 sièges, des marchés qui sont très long courriers. C'est pour pénétrer des marchés aujourd'hui qui ne sont pas économiques à accéder avec les équipements actuels, que ce soit le 37 ou que ce soit la famille concurrente. Et le concept aussi en lui-même, c'est un concept qui est très intéressant parce que ce n'est pas juste sur la base économique, mais c'est aussi le confort du passager. On parle des économies au siège qu'on voit aujourd'hui avec les monocouloirs, mais avec le confort des bicouloirs. C'est un peu le sens du concept du NMA, et c'est ce que nous essayons d'explorer avec les compagnies avec qui on discute. Eric Schulz, sur ce marché, vous avez en bas le 321 LR, en haut le 330 Neo. Vous avez donc des solutions à moindre coût, rapidement disponibles et compétitives. Est-ce que c'est l'avion qui peut couper l'herbe sous le pied du NMA de Boeing? C'est là où je pense que c'est là où on va plus être d'accord avec Issan. C'est le moment intéressant du débat. En fait, si vous voulez, pour nous, notre vision est un peu différente. D'abord, premièrement, le middle of the market ou le mid-range, on peut l'appeler comme on veut, c'est un n'est pas né soudainement. C'est une évolution. Il y a toujours eu ce marché-là. Il est simplement servi par d'autres matériels aujourd'hui. Et globalement, nous, notre stratégie, c'est une stratégie de coût. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, l'idée, c'est de continuer à pousser nos single aisle le plus loin possible. On l'a fait avec la 321 Neo, on l'a fait avec la 321 LR, Neo LR. Et on regarde à chaque fois quelle est l'opportunité sur le marché qui nous permet de continuer à augmenter à la fois le rayon d'action et à la fois de venir avec une capacité qui n'est plus une capacité que de single aisle. Donc ça, c'est notre stratégie. De l'autre côté, on a des avions qui sont des vrais twin aisle, qui apportent une économie à partir du moment où la ligne existe et où elle a été défrichée, qui viennent avec un coût, un seat cost économique, ce qui est quand même relativement, je dirais, important. Et la distance entre les deux, ce qu'on voit, c'est au cours des 10 ou 15 dernières années, cette distance, elle s'est plutôt resserrée, puisque les single aisle sont devenus de plus en plus capables. Et c'est notamment le cas avec notre 321 LR. Donc, nous, on voit ce marché-là légèrement différent que nos amis de Boeing.
Bon, maintenant, s'il positionne un avion, on verra comment on réagira et on a déjà des idées sur comment on sert ce marché. Mais aujourd'hui, ce marché-là, globalement, pour nous, on le sert et on le sert de manière efficace. Et quand je vois aujourd'hui l'intérêt des compagnies aériennes au 321 LR, clairement, aujourd'hui, l'intérêt est là. Et l'avion a cette formidable capacité, notamment pour des compagnies low cost, de commencer à explorer un marché avec un rayon d'action plus important, mais aussi de savoir revenir avec le même avion à leurs réseaux fondamentaux. Et ça, je pense que c'est très important. Les compagnies low cost qu'on voit notamment dans les pays asiatiques où les gens se développent tous les jours, l'intérêt d'avoir un avion qui est un single aisle et qui peut revenir un single aisle alors qu'il le fait une mission qui a de moins en moins besoin de range, c'est quelque chose d'important. Ça leur permet d'explorer le marché et donc ensuite de se positionner sur quel est le seat cost économique qu'ils veulent, avec quelle configuration ils veulent, soit un wide body, soit un single aisle. Marc Rochet, ce matin, a dit que le 321 LR était un peu court en termes de rayon d'action. Vous parlez d'une version améliorée. On pourrait appuyer sur le bouton à quel moment? Est-ce que c'est quelque chose d'imminent? Est-ce que c'est... Si vous voulez, on passe notre temps dans les bureaux d'études à essayer d'explorer comment on peut améliorer nos produits actuels. Clairement, on a des solutions. On a des solutions pour continuer d'augmenter le rayon d'action du 321 LR. Et donc ces solutions-là, elles sont déployables sous, je dirais, quelques années. Donc on parle de 18 mois à 2 ans, alors que le développement d'un nouvel avion, ça prend plus de temps. D'accord. Est-ce que vous voulez réagir au propos d'Eric Schulz? Allez-y. Peut-être. Je dirais que je ne suis pas tout à fait contre ce que Eric vient de décrire. Mais le concept lui-même, lorsque vous parlez du NMA, vous parlez du middle of the market, et qu'on prend si on parle d'abord du haut de gamme, on parle de quels sont les appareils qui desservent aujourd'hui le haut de gamme. Et vous voyez la densification dans les pays asiatiques surtout, où vous voyez un peu dans l'Asie du Sud-Est, ou la Chine, encore on prend la Chine, l'exemple de la Chine ou du Japon. Vous prenez n'importe quel appareil qu'ils utilisent aujourd'hui, les longs courriers qu'ils utilisent aujourd'hui pour faire des tronçons de 2 heures, des tronçons de 3 heures. Et la masse qu'ils transportent, la structure qu'ils transportent pour faire quelque chose qui n'était pas dans le concept de cet avion. Maintenant, juste pour vous donner des ordres de grandeur, si vous prenez un monocouloir, que ce soit le nôtre ou le leur, et que vous prenez 2 fois la capacité de ce monocouloir, il équivaut à peu près à celle d'un bicouloir, que ce soit le leur ou le nôtre. Mais lorsque vous voyez la consommation de carburant équivalente, celle d'un bicouloir contre celle de 2 monocouloirs, la différence est entre 20 à 30%. Alors si je vous fais un concept qui a 20 à 30% de moins au siège, au coût, je pense que ça ouvrira, non pas seulement ça permettrait de servir ces marchés d'une façon plus économique et plus efficace, mais ça permettrait d'explorer quel autre marché vous pourriez mettre ces équipements dessus. Par exemple, si vous passez encore il y a 10 ans et qu'on regarde les capacités des avions qui existaient à l'époque, les bicouloirs qui existaient à l'époque, ils pouvaient facilement faire du Japon à San Diego, du Japon à San José, du Japon ou de la Chine à Boston, mais personne ne le faisait parce que la demande sur ces routes n'était pas assez forte, le yield n'était pas assez élevé pour justifier les bicouloirs qui existaient, et c'est des routes qui n'existaient pas, qui aujourd'hui existent avec le 787. Et nous pensons qu'il y a des centaines, sinon des milliers de routes qui pourraient être ouvertes avec un concept qui permet d'abaisser les coûts de 20 à 30%. Et là, c'est dans le haut de gamme. Lorsque vous passez au bas de gamme, oui, on peut faire l'extension de nos monocouloirs existants pour passer à 4000 milles nautiques, mais on parle de 5000, on parle de 5500 milles nautiques. C'est au-delà des capacités des monocouloirs existants aujourd'hui, avec le confort des bicouloirs. Parce qu'il y a quelque chose il va falloir compromettre. Si vous passez à des longs rayons d'action, il va falloir compromettre la capacité en termes de siège, ou vous allez compromettre le confort. Est-ce que vous souhaitez, je vous donne le choix, vous souhaitez prendre un vol sur un monocouloir sur 10 heures, ou vous préférez un bicouloir sur 10 heures? Vous avez beaucoup plus de choix en termes de cabine, ce que vous pouvez faire avec la cabine, lorsque vous avez un avion qui a été conçu pour le long courrier ou pour le moyen courrier. Sur ce point, si on prend l'exemple du 757, on a vu que la version 200 a connu un bon succès. En revanche,
dans le bas de gamme. En revanche, la version 300 ne s'est pas très bien vendue. Est-ce que du coup, ça peut vous refroidir sur le haut de ce marché? D'abord, on parle de configurations qui sont différentes. C'est des monocouloirs. Les 757, c'était des monocouloirs. Et là, on parle d'un concept qui est différent. On parle d'un concept qui est conçu pour autre chose. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque vous regardez les 757, le 757-300, au fait, ce n'est pas que nous ne l'avons pas bien vendu, c'est qu'on a arrêté la production du 757. Je pense que si on était resté sur le 757, il aurait eu plus de succès aujourd'hui. Tout à fait. D'accord. Eric Schulz, on va passer au long courrier. On pourrait rester des heures sur le MOM, mais bon. D'une manière générale, alors même si Hassan Mounir nous a parlé de ses résultats sur le long courrier qui sont bons, d'une manière générale, on voit quand même depuis quelques années un certain tassement, voire un ralentissement des ventes. S'agit-il d'un phénomène passager ou plus structurel ? Non, moi je pense que le long courrier répond depuis toujours d'ailleurs à des vagues. On a des vagues de prise de commande, ensuite on a des vagues de delivery. On est encore dans la vague, on est dans une vague un petit peu moins forte en termes de prise de commande, je vous l'accorde, mais on est aussi dans une vague où on a un fantastique backlog, que ce soit d'ailleurs chez Boeing ou chez Airbus. Et donc on est dans cette phase où on est rentré dans cette phase où il y a un petit peu moins de commandes et où on fait du ramp-up aussi bien des deux côtés de l'Atlantique pour servir le marché. J'ai aucun doute sur le fait qu'on va re-rentrer dans une période de prise de commande. Ces prises de commande, pourquoi ? Parce que en fait, elles répondent aussi aux anciennes vagues de delivery d'avions. On a quand même, au cours des 10-15 dernières années, délivré beaucoup de gros porteurs. Encore une fois, des deux côtés de l'Atlantique. Ça veut dire qu'on a un âge moyen de flotte qui est encore relativement jeune. Si vous prenez, si je prends des exemples, que ce soit le 777 ou le 787 chez Boeing, l'A330 chez nous, l'A350 maintenant, si vous voulez, on a quand même des vagues de delivery qui sont quand même relativement importantes. Donc ça veut dire qu'on a des âges moyens de flotte qui sont encore jeunes. Et donc à partir de ce moment-là, je dirais, les compagnies aériennes observent un petit peu ce qui se passe dans leur flotte, dans leur marché, parce que chaque compagnie aérienne a son marché, et même si le marché a une croissance de, on l'a dit tout à l'heure, 4,4, 4,5%, il y a, je dirais de manière ponctuelle géographiquement, des compagnies qui ont des taux de croissance qui sont radicalement différents. Certains beaucoup plus forts, certains beaucoup plus faibles. Et donc par conséquent, ces vagues-là arrivent. Moi, je n'ai aucune inquiétude sur le fait que je pense que ça, on est dans une phase où les commandes de gros porteurs vont se réaccélérer. Alors on va revenir au MOM, est-ce que les incertitudes justement sur ce marché du middle of the market jouent, puisqu'on parle de long courrier quand même, jouent indirectement sur les gros porteurs classiques, au moins sur le bas marché? Je ne crois pas, pour une raison qui est simple, c'est que malgré tout le talent de nos collègues de Boeing, ils font un temps pour tout. Et donc, en tout état de cause, même si le MOM devenait une réalité, si vous prenez entre le développement d'un nouveau programme, puis le ramp-up, qui est quand même toujours une phase compliquée industriellement, si vous voulez, vous parlez d'un laps de temps qui est au minimum 10 ans. Et le marché n'attendra pas 10 ans avant de reprendre des prises de commandes, surtout si le GDP continue à grossir de cette manière-là autour du monde. Donc, en tout état de cause, je dirais le monde ne va pas s'arrêter parce que soit Boeing, soit Airbus réfléchit à un potentiel nouvel avion qu'on mettrait peut-être sur le marché dans 10 ans. Ça, je ne crois pas du tout. Ce que je crois au contraire, c'est qu'il y a des vagues, on le voit bien, il y a des familles qui arrivent maintenant à maturité pour le remplacement. On le voit très bien arriver, on voit les vagues arriver. Clairement, on va rentrer maintenant dans une vague de remplacement du 777 classique, par exemple. On va rentrer dans une vague de remplacement des premiers 330. On rentre dedans, là, maintenant. Et donc, ces opportunités-là, elles devront être servies par le marché. Hassan Mounir, sur ce marché du long courrier, alors vous avez annoncé les résultats. Au fait, je suis d'accord avec Eric dans le sens où le middle of the market n'aura rien à voir avec les cadences de commandes qu'on pourrait voir dans le long courrier. D'abord pour les raisons qu'il a évoquées, et d'un autre côté parce que c'est un avion qui adressera un marché qui est différent des marchés des 87 ou des A350 ou des 777. C'est des marchés qui sont très distincts. Mais quand vous parlez d'un ralentissement des commandes des longs courriers, on ne le voit pas à Boeing. L'année dernière, on était à 165 commandes. Déjà, cette année, on est à 137 commandes.
Et c'est l'une des 2 meilleures années qu'on ait eues depuis toute notre histoire dans les commandes des longs courriers. Et au fait, il y a d'un côté le remplacement des flottes anciennes. Et là encore, je suis d'accord avec Eric dans le sens où le cycle de remplacement, on va le voir très bientôt, dans les années 22, 23, 24, pour les A330, pour les 777 classiques. C'est là où ça se produira. Mais il y a un phénomène qui est très intéressant pour les 787. Aujourd'hui, le 787, on en a vendu une centaine l'année dernière. On est déjà à 80 et quelques, presque à 90 cette année. C'est un avion qui est très spécial dans le sens où il offre des possibilités qui n'existaient pas avant. Je vous ai parlé tout à l'heure de 180 routes. Les compagnies aériennes essaient de voir où est-ce qu'ils peuvent aller, où est-ce qu'ils peuvent faire de même, où est-ce qu'ils peuvent ouvrir de nouvelles routes, où est-ce qu'ils peuvent se développer, augmenter leurs revenus de façon complémentaire plutôt que de remplacer. Et c'est un avion qui a eu beaucoup de succès parce que vous avez un avion qui est unique dans le sens où il est en trois tailles. Vous avez le 87, le 8, le 9, le 10. C'est pratiquement le même avion, les mêmes moteurs, les mêmes trains d'atterrissage, les mêmes ailes, les mêmes systèmes, etc. Et nous sommes en train de travailler avec les compagnies aériennes de façon à ce qu'elles explorent ces marchés, à ce qu'elles explorent ces possibilités, ce potentiel. Et donc, on n'a pas vu de ralentissement. Au contraire, comme vous le savez, nous passons un taux de production de 14 l'année prochaine. On est à 12 aujourd'hui. Et les demandes restent très, très fortes, comme vous l'avez vu. En revanche, sur le très haut, donc le très haut du marché, donc à la fois à 350 000, 777X et à 380, on voit que les ventes font du surplace. Est-ce que c'est lié à ce que vous dites sur les capacités de renouvellement en 2022-2023 ou il y a autre chose sur ce marché Écoutez, dans un sens, lorsque vous regardez l'âge moyen des 777, et Eric, on a touché mot sur ces avions aussi, le premier, on l'a introduit en fin 2004, début 2005. C'est là où on a eu le premier 777-300ER. Donc, ils ont à peu près 13-14 ans, et on parle déjà de remplacement. Ces avions, normalement, ils durent 25 ans, 30 ans avant qu'ils ne soient remplacés. Donc, vous avez le cycle. Et l'âge moyen, cet âge moyen de 22, 23, 24 ans, en moyenne, sur la flotte globale, on n'y arrivera que vers les années encore 22, 23, 24. Donc, il y a encore le temps pour les compagnies pour passer commande pour ces avions. Vous avez ça d'un côté. Mais lorsque vous parlez des commandes qui ont été passées sur le 777X, nous en sommes déjà à 340, avec un bon nombre de compagnies. Vous avez Lufthansa, vous avez ANA, vous avez Singapour, vous avez Emirates, vous avez le Qatar. Vous avez un bon nombre de compagnies, Cathay Pacific, qui ont acheté l'avion. Si vous remontez encore dans le temps, et vous voyez où est-ce qu'on en était aux ventes des 777-300ER 2 ans ou 3 ans avant son introduction, on n'était pas à 340, on était à 100 et quelques à l'époque. Donc je ne dirais pas qu'il faut tirer les sonneries d'alarme, non, pas du tout, on est encore loin du cycle de remplacement. S'il y a chose à dire, c'est qu'on est en avance au fait d'où on devrait être en termes de vente de 777X. Il n'y a pas que les 300ER qui seront remplacés, vous avez les 747 classiques qui sont en phase de remplacement, vous avez les A380 qui arriveront à terme. Il y a tout un tas de facteurs qui vont accélérer ces commandes, que ce soit du 777X ou que ce soit de la 350 000. Alors, vous avez je ne vais pas dire une divergence, en tout cas, on l'a bien vu sur le marché des très gros porteurs. On voit qu'ils montent, on est autour de 400 places. Airbus réfléchit à un A350-2000, vous, un 777-10X. Qui m'appelle. Est-ce qu'il y a une limite physique à ces très gros porteurs? Jusqu'où peut-on aller? Et la deuxième question, est-ce que vous pensez par rapport, il y avait un débat ce matin là, sur comment peut-on absorber un trafic qui double tous les 15 ans, est-ce que ces très gros biréacteurs pourront répondre à la problématique de la sous-capacité aéroportuaire dans 5, 10, 15, 20 ans? Alors Eric Schulz. Écoutez, sur le marché du très gros porteur, d'abord ce que je constate, c'est que ce soit un autre compétiteur ou nous, on a eu la même stratégie. C'est-à-dire qu'on a exploré ce marché-là à travers 2 angles, l'angle quadrimoteur et l'angle bimoteur. Boeing a développé le 747-8, nous le 380. Boeing a développé le 777, nous on est avec notre 350-1000. Je dirais globalement, quand on regarde ce marché-là, on est relativement homogène sur ce marché-là.
Après, là encore, on est dans des vagues de remplacement, et c'est ce qui explique un petit peu cette tendance. Est-ce qu'il y a des limites aux avions? Il y a une limite à la saturation des plateformes, on le voit bien. Si vous prenez une plateforme comme Londres Heathrow, par exemple, on voit bien que quand la plateforme est vraiment très saturée, il n'y a que la possibilité de mettre un avion plus gros qui absorbe le trafic. Londres Heathrow, par exemple, vous avez 10% des passagers qui arrivent à Londres Heathrow ou qui repartent de Londres Heathrow sur un vol long courrier, qui arrivent ou qui repartent en A380. Et on voit bien que quand l'aéroport est saturé, on voit bien que seule la capacité permet d'éponger une augmentation quelconque de trafic. La vraie question, c'est quand est-ce qu'on arrive à cette saturation? Est-ce que cette saturation, elle arrive plus rapidement que prévu ou moins rapidement que prévu? Et c'est là où nos réponses, je dirais, sont complémentaires, et c'est là aussi où nos produits sont complémentaires. C'est-à-dire que quand on arrive avec un bimoteur ou un gros bimoteur, on a tendance aussi à faire plus de points à point que du hub. Et donc, à partir de ce moment-là, on déplace le moment où la plateforme aéroportuaire va être saturée. Et donc, c'est ce couplage-là qui permet de vraiment définir l'efficacité de nos gammes de produits. Et c'est pour ça qu'on a les deux gammes de produits. Et donc, est-ce que l'A380 a un avenir? C'est un peu la question. Est-ce que... L'A380 a un avenir dès lors que les plateformes sont saturées. La vraie question, c'est à quelle vitesse de saturation on arrive. À aujourd'hui, force est de constater que la saturation est arrivée moins vite que ce qui avait été anticipé au départ. Ça s'applique à l'A380, mais ça s'applique au 747-8 de la même manière. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un cycle où les gros bimoteurs font aujourd'hui mieux que les versions quadrimoteurs des deux compétiteurs. Ça, c'est ce que moi je retiens. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans cette phase-là. Mais les phases de saturation aéroportuaire, elles prennent parfois des chemins un peu compliqués. Elles finiront par arriver. Et à ce moment-là, il n'y aura qu'une solution pour tout le monde. C'est pour mettre plus de trafic dans un aéroport saturé. Il n'y a qu'une solution, c'est de mettre des plateformes plus grosses. Et ça, je dirais, ça, c'est un problème physique. Donc... Monsieur Mounir, vous savez, pour pousser l'analyse un peu plus loin, c'est lorsqu'on parle de la saturation des aéroports qui peut-être ne s'est pas produise aussi vite, aussi rapidement qu'on avait anticipé. Au fait, il y a un autre phénomène qui impacte ce qui s'est passé avec la saturation ou la croissance des arrivées dans ces aéroports. C'est l'introduction d'avions comme le 787 qui commence à fragmenter le marché. Quand vous fragmentez le marché, il y a moins de nécessité pour faire du hub and spoke. Vous avez plus du point à point. Avant, par exemple, je retourne sur la Chine, je reviens à mon marché fétiche dans un sens. Vous prenez, il y a quelques années, il n'y avait pas du Chengdu Londres, il n'y avait pas du Chengdu Amsterdam, il fallait aller à Pékin ou à Shanghai pour aller à Londres ou pour aller à Amsterdam. Aujourd'hui, vous pouvez le faire directement d'une façon très économique avec des avions tels que le 787. Donc c'est une équation qui est beaucoup plus complexe qu'on veuille l'analyser, parce que ce n'est pas juste la saturation, mais c'est aussi l'optimisation des routes, l'optimisation des programmes de vol, c'est l'optimisation aussi des systèmes de trafic aérien qui ne sont pas optimales aujourd'hui, qui ne sont pas du tout, surtout si vous prenez l'Asie, il y a encore des choses à faire, il y a beaucoup à faire pour optimiser le trafic aérien en Asie. Il y a cette fragmentation qui augmente à un taux qui est très élevé. D'ailleurs, statistiquement, si vous voyez le taux de croissance des hubs contre le taux de croissance du point-à-point secondaire, entre des villes secondaires, les villes secondaires, leur croissance a été à 5 fois plus que celle des hubs. Donc vous avez un phénomène de fragmentation qui a un impact direct sur ces condensations des aéroports. Et je pense que la solution, c'est de passer d'abord par les biréacteurs avant de définir est-ce qu'il y a encore demande pour un A380 ou un 747 N-8. Alors, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je veux juste rajouter quelque chose sur la fragmentation, parce que ça, je crois que c'est important, notamment sur nos marchés fétiches, et notamment la Chine. C'est qu'en fait, quand on regarde le taux de très gros porteurs employés en Chine, il est aujourd'hui ridiculement faible par rapport à la taille du pays. Si vous prenez un exemple, le nombre de 777-300 ER exploités en Chine aujourd'hui est de l'ordre d'une soixantaine, c'est-à-dire moins qu'une grosse compagnie européenne ou qu'une grosse compagnie américaine aujourd'hui. Donc on voit bien que cette fragmentation, elle a eu lieu.
Elle a permis à Boeing de placer le 787. Elle nous a permis à nous de placer, en ayant plus que 60% de part de marché, des A330 pendant très très longtemps. Aujourd'hui, on place du 350, Boeing place du 787. On voit bien que tout ça continue à se développer. Mais moi, je pense personnellement qu'à un moment donné, on va atteindre les limites de ce système-là, les limites économiques de ce système-là, et on ira vers une vague de consolidation en Chine. Ça me semble absolument évident. Et donc, il y a un moment ou un autre où cette vague de consolidation, elle va redrainer vers le haut du marché. Pas spécialement un produit plutôt qu'un autre, mais elle redirigera le marché vers des avions de plus forte capacité. Alors sur ce plan, il y a aussi une autre problématique, c'est que la Chine construit des aéroports, il n'y a pas de problème de congestion aéroportuaire. On le voit à Pékin, dès qu'il y a un aéroport, on en construit un autre. À Shanghai, c'est la même chose. Donc forcément, ça incite à prendre des appareils plus petits, je suppose. Au fait, je suis d'accord en termes des consolidations qui devraient se produire en Chine. Ils ont besoin de consolider un petit peu le système. Le système, c'est un peu fragmenté, un peu plus que... C'est comme ce qu'on a vu en Europe, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis. Il y a eu des consolidations qui se sont produites une fois que le marché est commencé à arriver à maturité et aussi à saturation. Mais là, on parle de consolidation des compagnies aériennes. On parle des consolidations de services. Mais lorsque vous voyez la Chine, vous prenez la Chine, toutes les compagnies chinoises ont des compagnies satellites qu'ils développent, qu'ils créent dans les provinces de l'Ouest, dans les provinces du Sud-Ouest, dans les provinces du Nord. Et ils affectent des avions. Ils n'affectent pas des 777 à ces provinces. Ce qu'ils affectent, c'est des 787, des fois des A330. Plus souvent que des 787. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Au moins d'accord sur quelque chose. Mais au fait, lorsque vous voyez ce phénomène, ils ont tendance à mettre des monocouloirs de taille moyenne pour ouvrir ces routes. C'est ce qui est de plus économique, au fait. Donc je pense qu'on parle de consolidation, c'est plus en termes d'acteurs dans le marché, mais en termes de fragmentation, je pense qu'elle va continuer pour la raison que vous avez évoquée, et c'est la construction de l'infrastructure. C'est l'établissement d'une infrastructure très importante, infrastructure aéroportuaire très importante. Et je peux vous dire que les Chinois regardent de très très près aujourd'hui l'optimisation de leur trafic aérien et des systèmes de trafic aérien pour justement décongestionner les aéroports tels que Shanghai, Guangzhou et Pékin. Alors, sur le marché long courrier, il y a une niche qu'a lancée Qantas. Il vous a mis au défi de concevoir un appareil pouvant voler plus de 20 heures. Issa Mounir, qu'est-ce que vous allez proposer? Est-ce que c'est le 777-8 qui paraît le plus évident? En tout cas, c'est ce qu'a dit Tim Clark qui prendrait celui-là. Qu'est-ce que vous allez proposer? Ben écoutez, pour Qantas, c'est des pionniers du très long courrier. Ils l'ont démontré il n'y a pas longtemps, je crois il y a deux mois, avec le Perth London. C'est vraiment du long courrier. Et chaque fois que vous donnez le choix à un client de faire une escale quelque part ou de faire du point-à-point, ils vont préférer le point-à-point, ça va de soi. Ce que nous allons offrir, nous avons le 777X, qui aujourd'hui, le 777-8 tel qu'on l'a conçu, il a le rayon d'action le plus élevé qui existe. Je pense que la solution du 777-8 serait une très bonne solution pour Qantas. Il n'y a pas seulement le rayon d'action qui n'a pas d'égal aujourd'hui dans les gammes concurrentes, mais vous avez aussi la cabine qui est beaucoup plus large, la cabine qui donne beaucoup plus de possibilités en termes de configuration, en termes d'adaptation à ce marché. Monsieur Schulz, qu'est-ce que vous allez proposer? Bon, vous l'avez dit, Nous, on fait aujourd'hui avec Singapore Airlines de l'A350 ULR, Dash 900. On est sur ce marché-là, bien entendu, très attentif. On a deux produits qu'on peut décliner en version ULR, qui sont le 350-900 ou le 350-1000, qui offrent un peu plus de capacité. On sera positionné là. Et bien évidemment, le jeu de la compétition aidant, on est absolument déterminé à gagner ce marché-là, qu'on estime à, je dirais, au minimum à une centaine, 100 à 150 avions. Parce qu'évidemment, ce sont des marchés pionniers. Et donc, ce sont des marchés qui vont en appeler d'autres. Si vous voulez, il n'y a pas que l'Australie qui se trouve à 21 heures de vol de Londres. Il y a d'autres territoires autour. Et cette tendance-là d'aller offrir ces vols qui suppriment les escales intermédiaires, bien évidemment, va être suivie par d'autres. Et donc, pour nous, c'est une question de suivre le marché. On a aujourd'hui des solutions techniques. On le fait tous les jours sur Singapore Airlines. Et donc, on a les produits adaptés et on va se positionner.
Et donc, il y aura une bataille probablement, comme vous l'avez compris, entre le 777-8 et la 350, 900 ou 1000. Donc voilà. Et justement, sur des vols aussi longs, est-ce que justement le point à point a sa logique, puisqu'il y a quand même des contraintes en termes d'utilisation d'équipage, en termes déjà pour le passager évidemment, c'est quand même compliqué de rester. Alors, je ne sais pas sur combien d'heures vous pouvez aller. Est-ce que vous êtes sur 20 heures, 22, 23, je ne sais pas, dites-nous. Mais est-ce que c'est pas compliqué pour le passager et pour les compagnies, parce qu'il faut aussi du catering. Il faut peut-être 4 services, je ne sais pas, c'est quand même assez compliqué. Je pense que le point sur lequel vous insistez est un point réel, c'est-à-dire qu'on prendra l'aspect premium du marché. Je ne pense pas, en tout cas pas pendant quelques temps, où on fera ça avec des avions remplis tous les jours en faisant que ça. Il y a un moment donné où l'offre économique fait qu'il y aura un côté premium à faire ces étapes-là, comme on l'a vu ailleurs. Donc oui, vous avez raison, on n'épongera pas la totalité du marché entre l'Australie, en tout cas dans un premier temps entre l'Australie et l'Europe, uniquement avec des vols comme ça. On sera obligé, ce sera une combinaison, et il y a un côté premium sur le fait d'offrir un vol sans escale. Au fait, pour revenir à ce que Eric a dit, c'est un marché qui va se développer, au fait, parce que ça va au-delà de l'Australie vers l'Europe. Il y a des relations qui n'existaient pas avant, par exemple, entre l'Asie et l'Amérique latine, qui commencent à se développer. Vous avez les Japonais qui ont des installations de production pour les voitures aujourd'hui en Amérique latine qu'ils n'avaient pas avant. Vous avez des liens économiques et des liens politiques qui n'existaient pas avant entre la Chine et l'Amérique latine. Donc vous avez des marchés nouveaux qui vont se développer, qui vont exiger ce genre de capacité, ce genre de long range en termes de rayon d'action. Maintenant, pour revenir aux passagers dans ces avions, il faut reconnaître qu'il y a eu une évolution de la cabine qui est phénoménale. Aujourd'hui, vous montez à bord d'un 87, et c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est ce qu'on va faire, au fait, à bord du 777 aussi. Vous avez la pression d'air qui est plus élevée que ce que vous avez dans des avions traditionnels. Vous passez à 6000 pieds, donc vous êtes dans un environnement, dans une ambiance qui est meilleure. Vous avez aussi le taux d'humidité qu'on a augmenté. Donc les cabines sont devenues beaucoup plus attrayantes, beaucoup plus intéressantes que ce qu'il y avait avant avec les avions en métaux ou ce qu'il y avait avec l'ancienne technologie. Donc vous avez des avions qui sont mieux adaptés à ce genre de vol. Maintenant, pour revenir, vous avez dit les prestations, 4 prestations, 5 prestations. Là, c'est quelque chose de très intéressant que vous soulevez, et c'est là où le 777-8 entre en jeu. Vous n'avez pas besoin de compromettre le nombre de sièges que vous mettez à bord pour pouvoir atteindre ces rayons d'action. Vous n'avez pas besoin de compromettre les prestations de vol ou la masse des choses que vous devez transporter pour le confort de vos passagers, parce qu'il y a quelque chose qui va devoir compromettre. Soit vous mettez moins de passagers pour pouvoir faire le rayon d'action, ou moins de passagers pour pouvoir transporter assez de nourriture et assez d'eau. Le 777-8, il aura cette possibilité parce qu'il a été conçu pour le long range depuis le début, sur la feuille blanche, plutôt que d'adapter un produit pour faire quelque chose qui n'a pas été conçu pour le faire. Le dernier point sur ce sujet, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de cannibaliser la classe affaires des vols qui feront une escale ? Oui, ça c'est un risque, clairement. Ce risque-là, il existe, mais il existe partout, je dirais. Donc oui, il y a un moment donné où le passager first ou business class, premium economy peut-être, probablement acceptera de payer un petit peu plus cher pour avoir un vol direct, alors que quand on sera dans une bataille plus avec des... on n'a pas parlé aujourd'hui, par exemple, de je dirais le développement des compagnies low cost, long haul, qui viennent avec des tarifs qui sont quand même radicalement différents et qui épongent aussi une partie du trafic. Donc on a probablement, entre ces vols-là et des vols, je dirais, plus densifiés, on a probablement un aspect de rebalancement du marché. D'accord. On va terminer sur 2 questions un peu prospectives concernant les supersoniques. Il y a plusieurs projets aux États-Unis de relancer un supersonique. Est-ce que vous pensez qu'il y a, alors surtout dans l'aviation d'affaires d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il y a un marché sur vos segments de marché justement ? Le supersonique, c'est quelque chose qui nous fait tous rêver. Oui. C'est quelque chose qui serait très intéressant, bien sûr, mais il faut vraiment fermer la boucle économique pour le faire. Du transport en supersonique qui est à des coûts qui sont abordables aussi bien pour les compagnies aériennes que pour les passagers, je ne le vois pas encore. Mais nous avons des cellules d'études qui regardent ça de très près, qui l'ont toujours fait, qui continueront de le faire.
Oui, idem pour nous. Je pense que imaginer de revenir à un transport de masse supersonique semble assez difficile. Par contre, que le marché est pur, et notamment dans le marché du corporate jet, qu'on arrive à des solutions comme ça, avec des progrès technologiques certains, je pense que ce n'est pas inenvisageable. Mais de là à ce que le transport aérien se redéveloppe et retrouve, ou accélère sa croissance avec du supersonique, ça, je pense que je serais relativement prudent sur ce sujet-là. Alors, la dernière, avant de passer la parole à la salle, sur la Chine et la concurrence chinoise, on voit les difficultés de la Chine de lancer un avion. Les vols d'essai se comptent sur les doigts d'une seule main. Vous voyez cette concurrence à quel horizon? Parce qu'à force de nous dire qu'elle est imminente, on ne la voit jamais arriver. Est-ce que c'est 15, 20, 25 ans, sachant que d'ici là, vous aurez fait un saut technologique également? Est-ce que, à quel horizon vous voyez vraiment un concurrent crédible? Moi, je pense qu'il faut, dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer ses compétiteurs. Et donc, en conséquence, je pense que la Chine a aujourd'hui des capacités d'études, elle a aujourd'hui une jeunesse qui est dynamique, elle a une industrie qui est dynamique, il y a une volonté politique de s'installer dans le domaine de l'aviation. Et donc, à un moment ou à un autre, les astres s'aligneront pour faire en sorte que leur avènement arrive. J'ai aucun doute là-dessus. Après, que ça soit à échéance de 2 ou 3 ans ou que ça mette 10 ans de plus, je pense qu'il y a aujourd'hui une volonté réelle chinoise de s'implanter et de développer leur aviation commerciale. Et j'ai aucun doute sur le fait que ça va se produire. Et je pense que ça arrivera, de mon point de vue, plutôt plus rapidement que plutôt tardivement. Vous savez, comme vous le savez, j'ai côtoyé les Chinois pendant plusieurs années. J'ai vécu à Pékin pendant 3 ans et j'ai travaillé l'Asie du Nord-Est pendant 7 ans. Et je peux vous dire que, tout comme Eric vient de le dire, maintenant, il y a une volonté qui est très forte, très forte de s'installer dans cette industrie comme leader à un certain point. Il y a des capacités humaines qui sont respectueuses, il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Et il y a une volonté qui est très élevée de le faire. Donc je n'ai aucun doute qu'ils vont y arriver. Maintenant, est-ce que c'est dans 2-3 ans, comme Eric a dit? Reste à voir. Mais je peux vous dire que la volonté est là, les capacités sont là, et le potentiel est là. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Tim Heffer, c'est derrière. Bonjour, merci beaucoup. Ravi de vous voir ensemble. On était ensemble avant. Deux questions. Est-ce que le marché régional est quelque chose qui pourrait vous intéresser plus dans l'avenir, sachant que d'abord chez Airbus, vous avez votre projet C-Series qui côtoie un peu le côté mainline et régional, et que vous êtes en discussion avec Embraer. Est-ce que la logique de ces deux alliances vous amène vers le marché régional? Après, j'ai une deuxième question. Bien sûr, il y a une deuxième question. Mais, écoute, Tim, bien sûr, on s'est lancé dans ce projet avec Embraer, et nous sommes en discussion avec eux, comme vous le savez, comme tout le monde le sait d'ailleurs. Et c'est pour des raisons de complémentarité de produits, au fait. Oui, leurs produits complémentent les nôtres. Ce serait un bon mariage si on arrive à le contracter, bien sûr. On est toujours en train de travailler avec eux. C'est aussi un marché qui nous intéresse au-delà de juste du produit. Il y a aussi le savoir-faire, il y a aussi les verticals, je ne sais pas comment on dit ça, mais il y a aussi il y a beaucoup de choses qu'on peut acquérir de chez Embraer. Mais bien sûr, les discussions sont toujours en cours et puis on verra comment ça va se terminer. C'est un petit peu la même histoire chez nous. Il y a une offre intéressante sur le programme C-Series qui est intéressante pour Airbus, qui nous permet d'accéder à une frange de marché sur laquelle on n'est pas complètement présent, plus sur une frange de marché où on est relativement complémentaire. Et donc on voit ça comme la possibilité de continuer une pénétration et d'élargir notre portfolio. Et en plus d'être très complémentaire en termes de ce que Airbus pourrait apporter à Bombardier. Mais là encore, je suivrai le chemin d'Issan, on verra ce que l'avenir nous réservera. Merci. Et juste deuxième question, si je peux me permettre. Il est traditionnel de vous demander quelques prévisions à cette période de l'année. Combien
combien d'A330 Neo et combien de 737 MAX 10 allez-vous vendre au salon de Farnborough? Je maintiens le suspense. Bon, je ne me découvrirai pas non plus alors. Le micro derrière. Nice try, Tim. Oui, bonjour. Présentez-vous, monsieur. Oui, Patrick Hubert. En 2040, on est supposé ne plus avoir de véhicules électriques en France. Est-ce que, voiture, hein, est-ce que des mesures similaires pourraient vous être imposées, notamment pour le court courrier? Et est-ce que vous travaillez sur des solutions? Évidemment, vous travaillez, mais est-ce que vous êtes en mesure d'avoir un horizon relativement rapproché, 2030 par exemple? Bon, on regarde, je pense qu'il y a plusieurs manières de traiter votre question. Il y a la question, je dirais, plus court terme, qui est l'amélioration des produits actuels. Et aujourd'hui, en termes de power density, on ne fait pas mieux que le kérosène, et on ne fait pas mieux que le kérosène pour encore quelques années. Par contre, à plus ou moins long terme, vous inscrivez dans un cadre de 40 ans, il est clair que l'électrification des produits qu'on rencontre... 2040. 2040, bon, 20 ans. L'électrification des produits que l'on voit arriver un peu partout, elle va continuer et elle va toucher bien entendu les systèmes avions. Et donc la vraie question, c'est est-ce qu'à un moment donné, ce qui était un petit peu le sens de ma réponse tout à l'heure, est-ce qu'à un moment donné, on va franchir je dirais un mur technologique qui fait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Et quels sont-ils? Et là, tout le monde travaille de manière ardue sur ces sujets-là. Et donc, moi, je pense qu'on aura une transition hybride à un moment ou à un autre qui permet de déporter la propulsion et qui permet probablement de faire d'autres gains en matière d'architecture avion. Mais à quelle échéance je dirais, oui, probablement d'ici une vingtaine d'années, on aura des choses qui vont commencer à tourner, au moins, je dirais, de manière expérimentale et qui vont nous ouvrir la voie. Je vais laisser le dernier mot sur ce sujet à un ex-motoriste, un ex-spécialiste de la propulsion. Je ne pense pas que je pourrais faire mieux à répondre. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez-y, monsieur. Bonjour, Ali Ben Almadani, ABL Aviation, loueur d'avions. Vous avez touché vite fait sur le fait que la durée de vie était à 24 ans, 25 ans. Donc quand on a commencé dans ce métier, on mettait la durée de vie d'un avion à 25 ans. Avec tous ces avions qui arrivent, et nous pour nos modèles financiers en tant que loueur d'avions, ça a toujours été 25 ans, 26 ans. Maintenant, avec les avions qui arrivent de plus en plus, vous le savez, au niveau des wide body, la valeur résiduelle est tombée dans les 2 dernières années à un niveau impressionnant. Est-ce que vous pensez qu'on devrait changer notre durée de vie et nos modèles financiers à une durée entre 20 et 15 ans? En fait, je dirais que nous travaillons sur des choses. D'abord, si vous prenez les avions actuels, enfin les nouvelles technologies telles que le 787 ou même la 350, vous avez des structures en fibre de carbone, donc on ne sait pas encore quel serait le vrai AH de ces avions. On présume que ça sera au-delà de 30 ans. Au fait, lorsque vous prenez la structure primaire, ce n'est pas des métaux qui se fatiguent, ce n'est pas les mêmes contraintes que vous avez sur les avions métalliques. Donc je pense que la valeur résiduelle de ces avions sera plus élevée que les avions en métaux. Par contre, lorsqu'on regarde les avions tels que les 777, les 67, les 737, comme vous le savez, nous avons développé des solutions en fin de vie de ces avions. C'est des solutions de conversion en cargo. Elles existent déjà sur le 737, elles existent sur le 767. On est en train d'explorer le business case pour les 777. Et si on arrive à le faire pour le 777, là, vous allez étendre aussi la valeur résiduelle de ces avions. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer. On travaille dessus et je pense que vous allez voir l'effet. On voit déjà l'effet sur le 737 et les 767. Donc vous dites c'est 30 ans, c'est ça? Plus ou moins. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur. Je vais reposer ma question alors.
Bonjour à tous, Julien Marion, journaliste à la GFI Dow Jones. Une troisième fois. Non. Vous avez un objectif de livraison cette année qui est autour de 800 avions. Je crois que M. Faury avait dit qu'en gros, le gros serait concentré en fin d'année, pour des raisons évidentes, de moteurs. Est-ce vrai que, selon des sources syndicales, votre chaîne de production est dimensionnée pour 840 avions, en fait, et qu'il y aurait une centaine d'avions qui seraient en fait prêts et qui attendraient juste les moteurs avant les tests? Bah, écoutez, pour reprendre des informations publiques, vous savez qu'on a eu des problèmes de moteurs, notamment de Pratt & Whitney, sur les 4 ou 5 premiers mois de l'année, avant que le rythme des livraisons moteurs soit au bon niveau. Donc forcément, on avait deux solutions. Soit on ralentissait la fabrication des avions, soit on restait sur notre rythme normal. Et à un moment donné, on se retrouvait avec des avions qui attendent les moteurs. Ça a été le cas, c'est ce qu'on a choisi de faire. Et on a un objectif global de livraison de 800 avions. Et donc l'objectif global, il n'a pas changé. Très bien. La toute dernière question. Est-ce qu'il y a... Monsieur? Bonjour messieurs, Vincent Lemoine. Je voulais savoir, on a beaucoup parlé donc, du transport passager et on a brièvement, monsieur a posé une question liée au cargo, mais vous avez parlé de la fragmentation. Est-ce que la fragmentation, c'est un phénomène aussi qui a touché au cargo? Parce que, étant donné que certains analystes parlent d'une recrudescence du marché cargo pour la décennie 2020, et notamment, est-ce que vous avez des analyses qui prédisent le retour ou le redynamisme des ventes des très gros avions cargo comme le 747, le 777. Et pour vous, Monsieur Schulz, est-ce que Airbus étudie très attentivement ce marché et compte se repositionner sur ce marché? Vous avez tout à fait raison. Il y a au fait une fragmentation des marchés sur le cargo aussi qu'on observe aujourd'hui. Et notamment encore, on a parlé de l'Asie, on a parlé de Chine. Pour revenir à la Chine, lorsque vous regardez par exemple ce que Alibaba a pu faire en Chine, si je vous posais la question, quel est le revenu par seconde d'Amazon aujourd'hui aux États-Unis, qu'on connaît tous, et en relatif par rapport au revenu par seconde de Alibaba, vous serez étonné d'entendre que Amazon, ils produisent à peu près 5 000 $ par seconde en termes de chiffre d'affaires. Alibaba, ils en sont à 16 000 $ par seconde. Et lorsque vous voyez l'infrastructure cargo en Chine, elle est rudimentaire. Et lorsque vous voyez la distribution en Chine aujourd'hui, ils se concentrent. D'ailleurs, on a lancé le 737, la conversion des 737 en cargo, notamment pour ce marché. Nous avons déjà effectué les premières conversions en Chine, à Shanghai. Nous avons livré les premiers avions à partir de Dublin il n'y a pas longtemps, il y a, je crois, 1 mois ou 2 mois. Et on verra encore plus de fragmentation dans ce sens. C'est comme ça que le 737 est parti dans les conversions. Maintenant, vous avez le 67, il y a une très très forte demande pour les conversions des 767 pour la même raison. Comme vous le savez, on a augmenté le taux de production de 2,5 par mois à 3. On vient de l'annoncer sur les 767 pour cette raison. Si vous regardez par exemple l'année dernière combien de 777 on a vendu, on en a vendu 60. Sur les 60, il y avait 20 777X, il y avait 40 777 métalliques, qu'on dit à aile métallique, le classique. Et sur les 40, 80%, c'était des avions cargo. Cette année, on était jusqu'au chiffre officiel à 9 777. Tous les 9 777 qu'on avait vendus, c'était des 777 cargo. Et vous avez lu dans la presse que FedEx en a acheté 12 autres. Donc on est déjà à 21 777 cargo. Et je peux vous dire qu'il y a d'autres qui sont en cours, qui seront annoncés bientôt sur le 777 cargo et sur le 67 aussi, cargo. Donc il y a une reprise, surtout dans les 67, il y a une très forte reprise des 777 et il y a une très forte demande pour la conversion des 737 à cause de cette fragmentation qu'on voit. On l'a vu d'abord en Chine, maintenant nous avons des demandes aussi aux États-Unis pour des 737 cargo. Et je viens de rentrer de Moscou où on m'a demandé de faire des offres sur des 737 conversion cargo pour les mêmes raisons. Oui, je pense que juste dans le domaine du cargo,
l'élément à prendre en compte aussi, c'est que la croissance du trafic et le fait qu'on ait de plus en plus d'avions gros porteurs a épongé. Donc quand on dit que le marché cargo était limité en croissance, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un transfert d'activité vers les sous-cargos qui sont disponibles en plus grand nombre puisqu'on a multiplié le nombre de gros porteurs. Et donc chacun sait que, notamment en termes d'économie, l'apport du cargo est souvent un apport conséquent pour les compagnies aériennes. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est les sous-cargos des avions qui sont liés au grossissement je dirais, du marché ne sont plus suffisantes pour absorber. Et effectivement, il y a une demande cargo aujourd'hui qui revient, alors que pendant un petit moment, on n'a pas vu cette demande-là. Pourquoi ? Parce que le cargo était supporté par l'aspect des avions de ligne qui avaient de la capacité cargo. Donc, je dirais de la même manière, Airbus suit ça de près. On s'est projeté avec la conversion A320 P2F et on s'est projeté aussi avec la projection A330 P2F. On a aujourd'hui 1600 avions qui sont dans la nature, 330, qui sont des parfaits candidats à une conversion cargo. La même chose avec la 320 et la 321. Donc clairement, c'est un marché que l'on suit et c'est un marché qui clairement retrouve du dynamisme aujourd'hui et on a des solutions pour ça. Merci messieurs, ce débat est terminé. Vous pouvez les applaudir.